Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur notre chaîne Ressources-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Béliard à Cordam. Bonjour Céline. Bonjour Tiffaine. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité en quelques mots? Oui, alors je suis éducatrice spécialisée Oui. Et aujourd'hui j'accompagne en libéral donc les jeunes 16-25 ans à reconnecter à leur corps par l'intermédiaire des 5 sens, la randonnée, les sons et puis le yoga du rire. D'accord. Et j'interviens aussi en établissement scolaire, collège-lycée, pour remettre une dynamique collective qui soit bienveillante et porteuse pour chaque individu. Donc tu fais l'accompagnement individuel et aussi du collectif, c'est ça? Tu fais les deux? Voilà, exactement. D'accord, ok. Ouais. Tu accompagnes l'adolescent seul dans l'accompagnement ou tu travailles aussi avec les parents? Comment ça... Oui, les parents font partie intégrante du protocole d'accompagnement, Ouais. parce que forcément c'est en général eux qui financent. Oui. Et puis bien, on sent bien que le jeune fait partie d'un système, Oui. la famille, et donc dans ce système, ben, chacun évolue. S'il y en a un qui bouge, ça bouge forcément d'autres. Oui. Et donc c'est important d'intégrer les parents dans ce protocole et ce suivi en fait. C'est souvent le parent qui vient à toi parce qu'il y a une problématique ou une difficulté relationnelle ou parfois c'est le jeune, comment ça... Jusque-là, effectivement, c'est plus les parents qui Oui. viennent me solliciter. En ayant parlé à leurs enfants, évidemment, de ma pratique. Et donc, l'enfant, enfin, le jeune est toujours présent et en demande aussi. Oui. C'est juste en la accord. contrainte. Et en accord, voilà. Et en même temps, au sein des collèges-lycées, quand j'interviens en tant qu'écoutante ou en permanence, là, c'est les jeunes qui viennent à moi. Parce qu'il y a quelque chose de confidentiel en fait, voilà, c'est pas vu, c'est pas reconnu, donc voilà, ils viennent comme ça, ils poussent la porte et puis on a un échange plus ou moins profond, plus ou moins intense en fonction de leurs besoins. C'est plus facile pour eux de venir te voir parce que t'as pas d'étiquette en fait, hein. Voilà, T'es pas l'enseignant, t'es pas le parent, donc ils se disent bon ben je vais peut-être oser plus facilement dire des choses intimes. Tout à fait. Il y a cette neutralité en fait de ma posture qui fait qu'aujourd'hui, j'offre un accueil inconditionnel de leur personne, sans projeter une note, un résultat ou un devenir ou un métier. Sans connaître aussi la famille. Donc exactement. Donc c'est cette neutralité, cette distance aussi qui est rassurante en fait, et qui offre un espace sécure pour qu'ils puissent s'abandonner, se livrer, ou pas. Des fois, ils viennent juste partager un temps, un temps de leur vie, sans forcément être dans la profondeur, mais en tout cas, je crois qu'ils investissent cet espace parce qu'effectivement, il y a cette posture que j'offre de neutralité par rapport à leur vie. En fait. Et comme tu disais, bienveillant et sécure pour eux. C'est ça. Aussi. Ouais, tout à fait. Ils sentent qu'ils peuvent vraiment y aller de manière en confiance et sereine. Et comment t'es venue c'est quoi ton parcours en fait? Comment t'es venue à pratiquer, à proposer ça aujourd'hui? Oui. À ces jeunes. Alors moi j'ai été éducatrice spécialisée pendant 15 ans en séjour de rupture, donc à accompagner des jeunes en individuel à travers la marche, la randonnée. Et puis après j'ai fait 12 ans en ITEP, donc là en institut, auprès de jeunes de 6 à 18 ans qui présentaient des troubles du comportement. Alors, j'aime pas trop cette définition-là, mais... des difficultés. Des difficultés, en fait, à s'intégrer dans le système classique. Et donc, riche de ça, je me disais... Après le Covid, en fait, ça s'est... J'ai mis en lumière... cette difficulté qu'a la jeunesse aujourd'hui de retrouver un repère, une envie d'aller de l'avant dans cette société en transition, en mouvance. Les rituels de passage aussi. Oui, exactement. Qui sont de plus en plus importantes, enfin, à repositionner, à replacer dans le cursus de l'enfant, quoi, enfin de l'ado, ouais. Et donc, j'étais interpellée par cette jeunesse qui était mal en point, en fait, de taux de dépression, des taux de suicide importants. Et je me suis dit, est-ce que je peux mettre mes compétences au service de cette jeunesse plus large, plus vaste, et sortir de l'institution en touchant plus largement cette jeunesse qui est en quête de repères. Tout à fait. Et de leur offrir des espaces, du coup, où ils puissent se projeter, retrouver leur élan de vie, leur joie intérieure, et de faire des choix
en accord avec eux-mêmes, en fait. Déjà à 16 ans, à 18, à 20, plutôt que de passer par des chemins un petit peu... prédéfinis pour eux. Et que du coup, cette perte de sens font que ils sont dépossédés de leur choix, de leur pouvoir, et du coup, c'est l'institution qui va choisir pour eux. C'est l'algorithme de... Je ne sais plus comment s'appelle ce logiciel, ou même leurs parents, du coup, qui vont prendre des choix. Et après, bien sûr, on est d'accord qu'il peut y avoir des fausses routes, et puis on peut revenir sur sa route plus tard, mais plutôt on est sur la bonne route, hein, on est d'accord? On est d'accord. Et mieux c'est. Et donc c'est ça qui t'habite. Alors est-ce que tu peux juste redire ce que c'est que les séjours de rupture? Parce que c'est pas forcément très connu. Oui, c'est vrai. L'idée, c'est que les jeunes qui ont des soucis de délinquance, qui peuvent être un peu à la marge de la société, peuvent être amenés par le juge des enfants à choisir entre le CER, donc le centre éducatif renforcé, donc une mini-prison pour les mineurs, et le séjour de rupture. Donc là, l'idée, c'est de partir 6 mois minimum. Donc il y a une rupture avec son environnement, la famille, les amis, tout ça. Ça. Vraiment une vraie... Le milieu un petit peu toxique, qu'on peut nommer toxique, j'aime pas non plus ce mot-là, mais en tout cas le milieu dans lequel évolue l'enfant, l'adolescent, l'idée c'est d'en détacher pour qu'il puisse se reconstruire dans quelque chose de nouveau, dans un environnement qu'il ne connaît pas, et avec un rituel de passage qui est la randonnée. Pendant 1 mois, on partait en randonnée ensemble, et puis après il y avait un appartement, une voiture, un accompagnateur qui était présent, et des cours par correspondance pour permettre de remobiliser les ressources du jeune, en fait. D'accord. Et là, c'était en Andalousie particulièrement. Ouais, et puis tu l'as fait jeune, hein, quand on discutait ensemble. Oui, juste après mes études d'éducatrice spécialisée. Ouais. C'est quand même une sacrée expérience de vivre ça. Oui, c'était une belle expérience, c'est vrai. Et donc, dans cette expérience-là, tu as senti en fait toute la richesse de cet outil-là qui est le voyage... je ne trouve pas le nom à chaque fois. Séjour de rupture. Voilà, séjour de rupture. C'est ça qui a construit cette envie pour toi d'accompagnement, ou est-ce que c'est venu après dans ta pratique en ITEP? Comment ça s'est construit, ça? Oui, comment ça s'est construit, comment ça s'est choisi? C'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a un fil rouge quand même, un fil conducteur dans nos vies. Oui, tout à fait. Comment ça s'est construit? Ça s'est révélé pour moi... pendant très longtemps, en institution, j'avais une part qui n'était pas complètement ouverte, enfin épanouie. Quelque chose qui enfermait. Et puis le métier d'éducatrice spécialisée, quand même, ou d'éducateur, aujourd'hui, il s'arrête vachement derrière l'écran, c'est-à-dire qu'on remplit beaucoup de papiers, c'est beaucoup administratif. Et là, je me suis posé la question de l'humain, et comment je mets les mains au cœur de ma pratique. Ça me manquait, vraiment. Donc, c'est pas tant le séjour de rupture qui m'a emmenée aujourd'hui à ça. Enfin, si, il en fait partie, mais le déclic, ça a été l'évolution du métier d'éducatrice spécialisée, qui est de moins en moins auprès de l'humain et de plus en plus derrière son ordinateur. Et ça, moi, c'était plus possible, en fait. J'avais un choix à faire. Et le Covid est venu révéler tout ça. En fait, cette période du Covid, elle est révélatrice de beaucoup de choses. Et il fallait prendre un train en marche, et je l'ai pris. C'est-à-dire que je suis sortie de ce système pour créer ce qui m'appelait, en fait. Donc, Et c'est rigolo parce que le chemin, il se dessine au fur et à mesure qu'on le marche, en fait. Il y a 3 ans de ça, je n'avais pas l'idée de ce que ça allait donner, finalement. Et c'est en marchant le chemin, en étant dans les formations, en rencontrant les gens... en fait, que je dessine ce que j'ai envie d'offrir au monde et aux jeunes, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure, par rapport au métier du social, il y a beaucoup de métiers du social qui font ce constat-là, que ce sont des métiers où il n'y a plus ce contact humain, mais l'humain n'est plus au centre et qu'on est vraiment dans l'administratif. Moi-même, j'ai fait un métier social et je me disais, mais aujourd'hui, je suis à 70% derrière mon ordi à remplir des demandes de subventions, à remplir des bilans, des dossiers, des trucs, et 30% avec le public. Alors moi, c'était des familles. Toi, ça a toujours été un public vers lequel tu t'es senti naturellement plus à l'aise, les adolescents, parce que dans ce que tu dis, t'as pas beaucoup, par exemple, travaillé avec des personnes plus âgées ou des adultes. C'est vrai que c'est la vie qui m'a emmenée à ce public-là. C'est drôle parce que alors j'ai bossé un petit peu avec les 6-12
au cœur de l'ITEP aussi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup plus de temps avec les 12, 15, 16, 18. Et c'est rigolo parce que, en général, on touche pas un public par hasard. Je veux dire, ça parle de nous. Et oui. Et ça me remet forcément dans ma posture d'adolescente aussi, de jeune adulte. Et je crois que ça me tient à cœur d'accompagner ce public-là parce que je trouve que c'est maintenant, dès 16, des 15, des 20 ans, j'ai été longtemps à projeter quand j'aurai 30 ans, on sera important parce qu'on a un métier, parce qu'on a une stabilité, parce qu'on a une... Mais en fait, j'ai envie de remettre au cœur de l'humain et de cette période d'adolescente qui est souvent vécue comme il y a la crise de l'adolescence, enfin, c'est très très lourd. Oui. On le projette ça comme ça dans nos sociétés. Alors qu'en fait, elle peut être belle, elle peut être très belle cette période-là, parce que c'est une période de reconnaissance de soi, de revenir à qu'est-ce qui nous anime vraiment, quel chemin de vie je vais choisir, et à partir de quoi je vais créer ma vie, et de leur mettre au centre dès 16 ans, de leur montrer qu'ils sont déjà importants, et que faut pas attendre d'avoir 20 ans ou 30 ans pour se sentir place, à sa place dans la société. Exactement. Mais déjà maintenant, ils construisent eux le monde à leur niveau. C'est vrai. Et de leur permettre d'avoir des espaces comme ça où ils sont reconnus en tant qu'êtres humains, importants. Et ben, ça me semble essentiel, de remettre... Là, l'enfant de 3 ans, il est un être, il est déjà important. L'enfant de 10, le 16... Et je trouve que l'adolescence, elle est dans nos pays occidentaux un petit peu... malmenée, hein. Ouais, je trouve. Oui, c'est vrai. Et que de remettre de la lumière là, et ben, ça me fait kiffer. Et alors, du coup, tout ce parcours que tu as décrit, là, qu'est-ce que ça a changé à ta vie sur le plan personnel, en fait, pour toi? Tu l'as dit, tu t'accueilles des ados et ça vient résonner avec l'adolescente que toi, tu as été. Donc, tout le travail que tu fais, j'imagine que ça forcément, ça fait écho à toi, en tant que... Comment toi-même, t'as cheminé, grandi, avancé. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, que de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, du milieu aussi de l'accompagnement solo, parce que pour le coup, il n'y a plus de filet. Hein. C'est vrai qu'il y a un côté où on se lance dans le bain. J'ai beaucoup travaillé avec les équipes. Oui. Et c'est vrai que... En structure. Voilà, en structure, donc quelque chose de très sécurisé, hein, finalement, comme toi. Et bien que de prendre son bâton de pèlerin et puis dire, OK, je vais montrer au monde ma couleur, au-delà de l'artifice autour, en tout cas de l'institution et de la sécurité autour. Eh bien, ça vient ouvrir des espaces de soi qu'on ne connaissait pas. Ça vient mettre du challenge, ça vient trouver des qualités qu'on ne soupçonnait pas de soi. Détermination, persévérance. Confiance, tu disais, foi, tu disais. Oui, la foi. La foi, Donc ça remet en lumière toutes ces ressources de l'être humain, en fait. Je trouve que c'est ce que je retiens aujourd'hui. Donc en fait, en sortant de ta boîte, parce que la boîte, les deux sens, en voulant t'épanouir, c'est comme la fleur qui sort de la graine. Exactement. Il y a beaucoup d'inconnus et puis il y a des dangers entre guillemets éventuels, mais en même temps, elle respire, elle est au soleil, elle sent le vent sur ses... C'est ça, tu vois, il y a ça. Exactement. Il y a cette image-là qui vient en fait. Et la fleur. Et elle est là. Elle est là, c'est génial. Et oui, c'est très c'est très juste ce que tu dis, je trouve, les mots, c'est vraiment tout à fait ça. Alors, on disait tout à l'heure, avant de commencer cette interview, le chemin, que tu disais, ce qui nous porte aussi, c'est les rencontres, c'est les lectures, c'est les formations, c'est tout ça en fait qui vient jalonner ce chemin. Complètement. Et est-ce que tu pourrais nous partager des lectures ou films qui t'ont vraiment... Alors, le premier qui me vient, c'est Message des hommes vrais au monde mutant de Marlo Morgan, que j'ai lu, j'avais peut-être 20 ans, une vingtaine d'années. Et là, c'est un des premiers livres qui m'a fait pleurer dans l'interconnexion de l'humanité, dans la quête de soi à travers une expérience forte qui est le cheminement qu'a Marlo Morgan avec ce public d'indigènes australiens. C'était une rencontre forte, ce livre-là.
Un film qui a été très fort pour moi, Into the Wild. Oui. Parce que c'est venu alors encore, je suis sortie du cinéma, je pleurais. Je pleurais. Ah oui, moi c'est pareil. Je l'ai vu en DVD, mais j'ai beaucoup pleuré. Ouais, on peut juste redire le synopsis, quoi, d'expliquer un peu ce que c'est. Oui. Donc c'est un jeune homme en fait qui vient de finir ses études, des études qui ont coûté très cher parce qu'on est aux États-Unis. Donc des études qui est censées lui permettre d'avoir un métier qui lui permettra d'avoir une vie dorée, voilà. Tout. Et il dit à ses parents, bah non, je vais pas. Là, je vais prendre une petite camionnette et puis je vais aller vivre. En Alaska. C'est ça, voilà, en Alaska. Et donc alors les parents ils sont dépités, sciés. Et puis, il le laisse partir. Bon, on sent, hein, on voit toute la difficulté. Hein, il est très bien fait, ce film, parce qu'on voit toute la difficulté pour les parents de tout ce qui s'écroule, hein, des représentations, de toute la projection, de tout ce qui... de tout ce qu'ils avaient imaginé pour leur fils. C'est pas du tout ça, en fait, du coup. Il est très fort, ce film. Oui, il est fort. Et donc, ce garçon s'en va. Alors, il y a des rencontres et tout. Il veut aller jusqu'en Alaska. Qui est d'ailleurs, en plus, qui est très, très émouvant, c'est que c'est une histoire vraie, ce film. Et on va pas raconter la fin. Non. On va pas spoiler. Non, on va pas spoiler. Mais c'est très beau parce que on voit toutes les représentations culturelles, tout ce qui, comment on se construit et comment pour devenir soi, pour vraiment retrouver sa nature profonde, c'est tout ce qu'on doit déconstruire, quoi. Complètement. C'est ça. Hein. Et puis la présence importante de la nature aussi dans ce film, oui. à la base qu'un livre d'ailleurs. Oui. La présence importante de la nature, des rencontres aussi qu'on peut faire. Oui. Et tout ce cheminement pour ouvrir une conscience et sortir de la boîte. Tu parlais de la boîte. Ouais. Sortir, de se faire un peu confiance dans un cheminement qui permet une ouverture de conscience et un rapport à la vie complètement qui change, qui se transforme. Oui, tout à fait. Pour toucher une intensité de l'être. Exactement ça. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est pareil, il m'avait bouleversé, ce film. Longtemps, enfin plusieurs jours, il t'habite. Hein. Oui, c'est ça. Complètement. Wow. Et puis, alors aujourd'hui, le personnage qui me... Le mentor. Le mentor qui m'inspire profondément, c'est le docteur Joe Dispenza. Oui. À travers ses méditations, à travers son regard sur... l'alliance entre le quantique, l'épigénétique, la méditation, la cohérence cardiaque, cérébrale. Ah, oui. Et tout ça au service de notre vie, en fait, de la création, de ce qu'on souhaite voir manifester dans notre vie. Oui. Et je trouve ça tellement fort de pouvoir se réapproprier cette conscience au niveau du corps, ce fonctionnement interne dans lequel on n'est pas baigné finalement, on a des petites bribes dans nos études, mais on a là, coupé, là c'est se réapproprier le fonctionnement du corps humain, ce fonctionnement pour moi qui est miraculeux. Longtemps, j'ai mis ma conscience à l'extérieur de moi, je voyais la beauté de l'arbre, je m'émerveillais devant la beauté d'un arbre, d'une fleur, d'un animal, et aujourd'hui je m'émerveille dans cette beauté du corps humain, qui est une complexité énorme, et qui est d'une côté aussi illimité finalement. Oui, c'est ça. Sans en faire quelque chose de grand, etc. Mais malgré tout, de reprendre conscience que ce corps-là fonctionne avec des organes, etc. Mais cellulairement, chimiquement. Et si on en fait quelque chose de beau et qu'on en prend conscience, alors on peut le mettre au service de nos vies pour créer des vies qui nous ressemblent en fait. Et ça, je trouve ça merveilleux de pouvoir le diffuser au monde entier. Oui, exactement. Et puis, pas le garder que pour soi, mais comme de le rayonner, de le diffuser. Ça. Et donc ce rapport aussi ça nous ramène, je trouve que ce docteur-là, Joe Dispenza, il nous ramène à l'autonomie aussi, à reprendre le pouvoir, la souveraineté, complètement. Sur notre rapport au corps, de comment on fonctionne, et donc de refaire silence avec soi, parce que les méditations offrent à ça, et de revenir à sa propre source et se dire je suis riche de tout ça. Et puis, j'ai envie de le mettre au monde de cette manière-là, avec de la joie, avec du chant, je sais pas comment, mais en fait, que chacun puisse se réapproprier son pouvoir. Et je trouve que l'humanité aujourd'hui, elle a besoin de ça. D'humains vivants, des êtres qui sont dans leur talent. Et ce docteur, il offre ça, je trouve. Ah oui, vraiment, on vous invite à aller l'écouter. Oui. Parce que toi, tu as eu l'occasion d'aller de faire un séminaire avec lui. À Bâle, en Suisse, tout à fait. Et ça dépote, hein. Ça dépote, mon pote.
C'est un peu inexplicable. J'imagine que ça ne doit pas être évident à... Faut le vivre. Faut le vivre, voilà. Faut le vivre. Ouais, moi, je crois que ça m'a ramené à... Ouais, il y a eu quelque chose, il y a eu un avant, un après. Parce qu'en plus, on est 8000 personnes à méditer ensemble. Et c'est pas, on n'est pas tous sur nos choses en mode comme ça. Ça vit, il y a de la danse, il y a de la musique. C'est vivant, il y a une espèce de joie de partager ça. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est cette humanité-là que je veux vivre tout le temps. Ah oui, oui. Parce que les humains étaient là pour partager, vivre l'intensité de ce qu'est un être vivant à travers l'humain. Et... C'était un rêve de gosse, je crois. J'ai vécu un rêve de gosse à ce moment-là. Ouais. Ah oui, sentir cette unité-là, cette alliance. On était ensemble et en même temps, bien chacun. Avec son unicité. Exactement. Et ben ça, c'était beau. Waouh, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Merci pour ce témoignage. Avec joie. Et ben, si tu avais un message à transmettre à l'humanité, c'est pas mal la transition. Hein. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai comme message à transmettre à l'humanité ? Il me semble important aujourd'hui de se rappeler de qui on est. Oui. Et tu vois, la vision que j'ai là, c'est les humains qui sont main dans la main, d'être dans le collectif, de retrouver ce cœur du collectif, se rappeler qui l'on est personnellement et au service de ce collectif vivant. On a besoin d'une humanité qui soit vivante, vibrante. On a besoin de nous reconnaître en tant qu'être humain important. Chacun a son talent, a son unicité, mais au service d'un collectif. Et ça me fait rêver, ça me fait vibrer de retrouver cette alliance collective, cette intelligence collective grâce à chacun d'entre nous. Et ça me semble une urgence aujourd'hui que de revenir à ça. Et ce que tu disais, c'est ce mouvement, hein, c'est l'individu au service du collectif et le collectif au service de l'individu. C'est ce mouvement-là. Parce qu'on a des sociétés où le collectif, les individus sont au service que du collectif. Je pense par exemple à la Chine, hein, où ils sont dans un fonctionnement très... où chacun se perd, enfin, l'individu n'a pas beaucoup de place. Et nous, chez nous, on est vraiment dans une société où l'individu c'est moi que je m'y mette et que je suis là, et c'est moi d'abord. Et donc, en fait, c'est de retrouver... C'est ces deux choses-là qui doivent se nourrir. C'est ça, hein, exactement. Enfin, moi, c'est un peu ça que je perçois. Il faut qu'on aille vers ça, en tout cas. Ouais. C'est nouveau. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Je pense qu'il y a plein d'autres... Il y a des structures sociales qui le vivent, mais pas à cette grandeur-là. Pas à cette échelle-là. Ouais. Mais ça commence déjà dans nos familles, en fait. Oui. Tu vois, ça commence dans nos familles, dans nos milieux professionnels, dans comment je suis en rapport à l'autre. Oui. Parce que... en fait, ça commence dès maintenant. Quel choix je fais aujourd'hui d'être en lien avec l'autre, avec moi, avec l'autre, et avec ce collectif-là qui m'anime et qui fait partie de ma vie. Et c'est vrai que je vois beaucoup d'entreprises, d'associations, de familles qui sont dans les conflits, dans des... et puis après, on va dire, oui, je veux la paix dans le monde. Mais on ne peut pas vouloir la paix dans le monde si nous-mêmes, dans nos milieux, on est déjà en... On va dire en soi. C'est ça. Ouais. Mais vraiment remettre du collectif dans nos sociétés et de refaire confiance. C'est vrai que j'ai eu de la chance, moi, d'évoluer dans des collectifs où j'ai pu me sentir en sécurité, où j'ai pu me sentir bercée, où j'ai pu me sentir suffisamment en sécurité pour m'élever et trouver mon talent, ma ressource. Et c'est vraiment ça qui m'importe aujourd'hui, je crois, dans mon accompagnement aussi, de permettre aux gens de se sentir beaux, importants, et au collectif de revenir à des états beaucoup plus homéostasie, équilibrés, parce qu'en fait on est beaux en fait ensemble, on est super beaux, et on l'a oublié, on l'a un petit peu malmené complètement, et de remettre là du beau, du sacré, ça me paraît important. Oui, tout à fait. Merci Céline. Merci Tiffaine. Merci à vous de votre écoute. Merci. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.